Un seul mot traverse nos esprits. Un seul mot nous a réunis. Avec vous, nous partageons. Avec nous, plein d'émotions à vous transmettre grâce à un mot de 7 lettres. Famille, famille, famille. Alors, je me suis posée, j'ai observé ce beau quartier si familier. Il y a Madame 1 euro, Mohamed Solo, Albertine Bobo, Oussama Dodo. Il y a Paul et Lulu courant les bras tout nus, allant chercher le pain avec leur gros chien. Fatima et son fils, dont leurs 206 grises, reviennent du marché, les sacs très chargés. Albert et Inès vont à la messe. Fatou et Éloi rentrent de boîte. Fatou et Éloi rentrent de boîte. Fatou console sa maman, car Adama a 16 ans. Elle meurt dans l'appartement à cause d'un lointain parent. Albert et Inès vont à la messe. Marc et Valentin sont européens, ils sont malsains. Chaque famille a son histoire, chaque famille, nous allons vous les raconter ce soir. C'est pour les enfants que c'est terrible. Je l'appelle papa. Je me lève le matin à 7 heures, après je déjeune, après je m'habille, après je me lave. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Je suis ton père. Je viens avoir du whisky avec ses voisins. Ça lui va grandir, hein? Exactement. Ça lui va grandir. Je sais plus, alors je vais l'appeler Michel. Ouais, j'ai gagné. C'est la mère de tes enfants après tout. Voilà, on va agrandir. Il s'appelle Stéphane, né d'un père camerounais et d'une mère gabonaise. Stéphane a une enfance très difficile, abandonné par son père à la naissance. Sa mère est partie vivre avec lui au Gabon. Le temps passe, Stéphane est maintenant âgé de 14 ans. Elles s'appellent Siam et Fabienne. Elles avaient toutes les deux rêvé d'avoir une sœur jumelle. Elles aussi, elles ont été abandonnées à leur naissance, mais en 1992 et au Vietnam. Elles ont été élevées après par des familles françaises, adoptives et différentes. Elles se sont retrouvées finalement en janvier de cette année seulement, grâce à une amie de Siam qui a découvert le profil de Fabienne sur Facebook. Et depuis, elles redécouvrent ensemble leur enfance. Maman, le Cameroun est connu pour son foot. Si j'intègre cette école, il me sera très facile de revenir jouer ici au sein de la catégorie jeune des Panthères du Gabon. Stéphane est le fils unique, il faut dire que sa mère l'aime beaucoup. Elle décide finalement de le bénir en disant que Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, t'accompagne et te bénit dans ton effort. Et sache, mon chéri, qu'il n'y a pas de réussite sans souffrance. 10 ans plus tard, il jouera au sein de l'équipe nationale du Gabon. Elles ont rapidement découvert qu'elles avaient de nombreux points communs. La même date de naissance,
Le même petit grain de beauté juste au-dessus de la lèvre, le même groupe sanguin. Et désormais, maintenant qu'elles sont réunies, après 20 ans de séparation, elles comptent bien organiser une grande fête commune pour leurs 22 ans. Il s'appelle Franco. Il était petit pendant l'occupation du nord de la France par la troupe allemande. Et il se rappelle bien que sa tante avait un bistrot entre la frontière. Eh bien, la cuisine était en France, la salle, les dépendances et le jardin étaient sur le côté belge. Et puis Franco a 12 ans. Il a une idée pour aider ses parents. Il passe régulièrement la frontière à vélo. Oh, les douaniers sont aux aguets. Alors il cache du poids dans le cadre de son vélo qu'il revend en France. Moi, j'avais 7 ans. L'appartement de bonjour en face du cimetière. J'étais petite solitaire avec des parents occupés. Mes souvenirs d'enfance, pour l'essentiel, ils sont liés à mon oncle, ma tante, mes cousins. J'avais pas d'amis. Non, moi j'étais la fille avec qui personne ne joue. Mais à l'annonce du départ, j'ai décidé que ma vie allait changer. Je suis arrivée à Alger le 12 août 1978, sous un soleil écrasant, en plein Ramadan, et le soir même, j'avais des amis. Passé le portillon sous le jasmin, on est allé directement chez nos voisins pour mes premiers gâteaux au miel et une soirée devant la télé. Une dizaine d'enfants devant Uchi, la petite abeille. Mais un du dessin animé mélodramatique japonais en arabe qui pleurait sa mère disparue devant un coucher de soleil à la fin de chaque épisode en criant « Pommi, Ernesta !» Mais nous, on pleurait tous avec lui, en échangeant des sourires et des mouchoirs. Dès le lendemain, il tapait à ma porte. Et j'allais jouer dans la rue pour la première fois. Mais j'ai grandi là, sous ce soleil. Entouré de cette immense famille qui parlait pas ma langue, mais qui s'est agrandie année après année. Ouais, parce que on devait rester 2 ans, mais mes parents, ils sont restés 16. Mais c'est là que j'ai appris à vivre, à aimer. Et tous les ans, un nouveau flot de rencontres et presque autant de grandes histoires. Le boulanger qui m'appelait ma fille et chez qui j'allais acheter un palmier en sortant de l'école. Yasmine, accro au Fausta, au Globo et au Caprice. Les bonbons là-bas. Samia, avec qui je partageais tout. La mère, tout le temps. Sahara. Mustafa et sa famille intime. Adja Issa, le chasseur de scorpions, qui avait un zoo au centre de Gardaïa. Le lycée, c'est labyrinthe interdit, mais on a tous exploré. Mohamed, mon voisin de table, psychopathe du CE1 au CM2, qui traçait des frontières sur le table qu'il ne fallait pas dépasser. Rachida, ma maîtresse à mon arrivée. Mademoiselle Haddad, Monsieur Khouli, les professeurs d'arabe. Farid, mon premier amour, Héloïse Vassila, avec qui on s'imaginait vieillir, boire du thé quand on serait des vieilles dames. Ouais. Et pendant que ma famille de cœur s'agrandissait, ma famille de course, à la naissance de ma soeur, j'avais 10 ans. Et j'étais plus seule. Je l'ai accompagnée. Je suis devenue, non pas transparente, si seulement j'étais devenue transparente. Ah non, moi j'étais celle qui fait tout mal, prise entre deux feux, sûre d'être chez moi, à ma vraie place, la seule possible,
Et rêvant d'être ailleurs, quelqu'un d'autre, loin, calme. Je suis partie de nuit en 3 ans. Je courais vite dans ma tête. Mais rien ne pouvait m'arrêter. Je partais de nuit, je partais avec juste en salle, pendant les vacances, tu vois. Et à chaque fois, je m'en échappais. Mais c'est que les parents d'une amie m'avaient arrêté, tu vois, je faisais partie de leur famille. Une famille qui me demandait juste la vie. Mais le meilleur. Ouais, je suis partie des meilleurs fonctions. Mais non, mais j'en étais incapable de partir vraiment. De laisser tout ça. Ma sœur, et puis toute cette vie construite avec sans effort particulier, juste avec des sourires. Et chaque année, tous les étés, la même question. Où serons-nous en septembre? Chaque été, une vraie terreur. Mais bon, moi je savais, hein. Arrivant en terminale, je savais que l'après pour moi c'était venir ici, face du cimetière, avec mes lambeaux de famille accrochés à moi. Et bon, on habitait à 30 km du lycée. Bon, les trajets en voiture, c'était le quotidien. Et un jour, mon père était à la musique. Il avait l'air ennuyé. Et il a dit qu'il faut qu'on parle. En général, pour moi, c'était plutôt pas bon signe. Après 5 bonnes grosses minutes de silence, il a dit et si en septembre, tu rentres et que nous, on reste? C'est la plus belle proposition que j'ai jamais faite. Eh bien, Agnès, une fois, pour moi, mon histoire de famille, elle a commencé à l'âge de 7 ans. Oui, c'est à l'âge de 7 ans que j'ai découvert le Maroc. Il faut dire qu'un père dans la marine, ça aide à voyager. Là-bas, tout était différent. Au début, nous habitions dans la Médina, un petit immeuble d'un étage, les pièces de l'appartement donnaient la cour, et quand nous fermions la porte de notre chambre, nous avions un grand sentiment de liberté. Le matin, nous prenions notre petit déjeuner en navire et le soir, nous étions de Pour la première fois de ma vie, mes parents étaient présents. Ils s'étaient liés d'amitié avec un couple, Guy et Hélène, qui avaient 3 enfants. Loulou et Annie, de notre âge, et Catherine, le bébé. Guy nous appelait la tribu. Et tous les anniversaires, toutes les fêtes de Noël, nous voyaient ensemble. Enfin, pas seulement. Il y avait des journées à la plage immédiate, des parties de volley-ball avec mon frère, les concours de château de sable, les parties de pique-nique, les jours à cache-cache, et les pique-niques, les conduites aussi de ma mère en forêt. À l'arrière, avec ma soeur, nous avions ordre de nous taire, il ne fallait pas la distraire. Et les repas dans les familles marocaines. Là, nous avions le droit de manger avec le doigt, et à la fin du repas, il y avait le rituel du lave-main. Bref, nous étions toujours ensemble. Il y avait toujours quelqu'un pour nous écouter, pour nous consoler. Mais avant ces temps, c'était pas du tout la même chose. Ma mère dans une maison de repos, mon père à 30 km. Que faire de 2 gamines de 5 et 3 ans? Aucune grand-mère, aucune tante ne voulait s'occuper de nous. Alors pour éviter la séparation, la seule solution était le pensionnat chez les religieuses. Ce dortoir froid, immense, et le soir, pas d'histoire, pas de bisous, pas de câlin, pas les bras de la maman, juste les religieuses. Ah oui, elles étaient gentilles les religieuses, mais c'était pas les bras de notre maman. Nous étions comme 2 orphelines. Mon père venait nous chercher le samedi après-midi, nous ramener le dimanche après-midi, mais il n'avait pas beaucoup de temps pour jouer. Il fallait qu'il s'occupe de notre linge. Je crois que de cette période, les moments les plus agréables sont les bêtises de ma sœur, le chou,
pour Violette. Elle voulait faire comme son papa le samedi. Oui, on s'est débrouillés toutes les deux. Une famille à deux. Je peux dire que j'ai été exagérément aimée. Maman nous embrassait partout, mes frères et moi. Sur les joues, aussi sur le bout des doigts, le ventre, les fesses et le trou du cul, jusqu'à un âge indécent. Elle nous fouinait littéralement et ses lèvres finissaient toujours par un gros smack sur le ciseau qu'elle massait ensuite à l'huile d'olive. Elle disait « C'est à moi !» Je peux dire que j'ai été exagérément aimée. Elle nous pétrissait comme sa pâte à pain. C'est pour que vous soyez forts. De l'aube au crépuscule, ses bras trempés dans l'huile, puis dans la lessive. Jamais je n'ai vu cette femme se coucher ou se lever. Je ne l'ai connue que debout. Son amour pour ses enfants effaçait ses rides, redressait son torse et caressait son cœur. Ah, si c'était pas vous, je n'aurais pas besoin de vivre. Je peux dire que j'ai été exagérément aimée. On voguait mollement d'une voisine à l'autre, et partout les mêmes baisers comme le miel dans la semoule. C'était à une époque où un nouveau-né était le sein de 2 ou 3 mères. Quand l'une ou l'autre était malade ou qu'un sein vienne à s'assécher, on tétait une poitrine au flux excédentaire. Moi-même, ayant asséché ma mère pour un pompage hors norme, séché la voisine que j'allais faire taire mes appétits. Jamais la rue de mon enfance n'a connu de pénurie de lait. Ma famille artistique, ce sont les artistes que j'admire, qui me font rêver, me redonnent du courage, qui m'inspirent. Lui, c'est Magie. Magie Théâtre, chanteur de Delta. Un groupe qui m'a toujours aidé à aller de l'avant. J'ai la famille avec laquelle je suis liée par le sang. Mes amis qui, pour
certains sont comme si nous étions liés par le sang, et ma famille artistique. Il y a 20 ans, quand j'allais à la fac, dans ma 205 rouge, j'écoutais en boucle le premier album de cette date que j'avais enregistré sur cassette. Alors c'était l'époque où le groupe n'était pas connu. Il n'avait pas encore écrit la chanson qui allait devenir le tube de l'été. À cause de cette chanson, j'ai quand même été obligée de partager mon groupe avec des milliers de personnes qui dansaient sur Tomber la cheminée. Alors, j'ai lu que Magid regrettait d'avoir écrit. Magid, c'est un poète. J'ai rencontré une fois sur un salon où il présentait son deuxième livre. Tu vas voir l'air d'une lourde quand je t'ai raconté la fois où j'ai vu, la première fois d'ailleurs, la première fois où j'ai vu le groupe en concert. J'étais dans ce théâtre. J'étais comme une folle. À un moment où l'un des chanteurs est venu danser à côté de moi. J'étais placée au rang E ou F à l'extrême droite. Enfin, côté gauche. Parce que dire que j'étais à l'extrême droite à un concert de Zeta, ça fait un petit peu bizarre. Bon. Alors, évidemment, le groupe a fini par la chanson Motivée, version moderne du chant des parties. Et Motivée, c'est vraiment une chanson qui fait partie de mon histoire de famille. Je l'ai apprise à mes neveux, à ma fille quand ils étaient petits. Et je peux vous dire que les cousins ont toujours beaucoup de plaisir à se retrouver et à la chanter à tue-tête. Hein, Lucie? D'accord? Et combien de fois l'ai-je écouté à fond dans ma voiture pour me redonner du courage, de l'énergie, avant de passer un concours, un examen, un entretien d'embauche, après des résultats catastrophiques à des élections, après avoir envie de dire merde au peuple. Bref, je peux dire que j'aime exagérément Zeta. Alors, cela peut paraître déraisonnable, mais quelle importance, puisque cela m'aide à être moi. Pouvez-vous me définir l'adolescence? Alors, l'adolescence, c'est une période qui sépare la puberté de l'adultère. Ah, vous devez faire ça, aucun lien sur ce micro. Bon, et ma mère, elle a donné Carmen. Et c'est moi que je m'occupe de ma mère. Le cinéma, j'ai 16 ans. Qu'est-ce qu'il prend tout à coup? Au moins qu'à parler à ta mère. J'en ai vraiment plus rien à foutre. Et la petite famille, on la présente? La famille boulanger. Je t'aime. Je suis fier de ton réussissement. On est ensemble, et ça, c'est vrai. Elle s'appelle Paula. Elle est jolie, pétillante, avocate, la trentaine chic. Un jour, elle doit défendre un cambrioleur de beaux bijoux dans les beaux quartiers. Et puis, il est relaxé, faute de preuves. Il recherche son avocate, lui offre un verre, lui offre un bon restaurant. Et puis Paula a les jambes qui flageolent. Elle cache son émotion. Et puis cet homme a 10 ans de plus qu'elle, un regard mystique, les yeux bleus. Elle abandonne son métier, elle abandonne tout, et elle la belle vie, les beaux voyages, les vacances de rêve. Et puis 3 ans se passent, elle réalise qu'elle a hypothéqué son appartement, qu'elle a plus un rond sur son compte, et que son bel amour l'a laissé tomber. Depuis, elle vit seule, sans famille, dans l'anonymat de la rue. Il s'appelle Mohamed. Tout le monde l'appelle Momo. Il vit dans le quartier. Sa fenêtre donne sur la rue. Je le vois très tôt ou très tard le soir en train de fumer. Parfois, je le vois à l'épicerie en bas de chez moi. Les employés le respectent, lui demandent s'il va bien. Mohamed répond, mais son regard est vide. Il est grand, fort de taille, toujours habillé en jogging avec des claquettes. Un jour, l'épicerie ferme, on a nettoyé la cave. Et Mohamed, j'ai vu sa photo. Il y avait la photo de Mohamed, sa fille et son petit-fils. Et
Il y avait marqué « Mon cœur s'est arrêté de battre en 1998 ». Moi-même, j'ai revu un pas plus tard et je lui ai demandé pourquoi il achetait toujours un soldat tous les jours à la même heure. Il m'a dit « Parce que pour que vous sachiez que je vais bien ». Je me rappelle encore de ces images. Elles resteront à jamais gravées dans ma mémoire. On était amis d'enfance et on entretenait des échanges épistolaires. On était tous les deux passionnés de littérature. On se racontait nos vacances, nos voyages, nos rêves, nos projets, nos envies. Tu te confiais à moi et réciproquement. Comme la fois, tu te souviens, dans l'une de tes lettres, tu m'avais confié avoir un penchant pour les Méditerranéens pour vanter leur atout. Et du coup, cette fois-là, je t'avais dévoilé ma préférence pour les latino-américaines suaves, aux formes sensuelles et saillantes. Le soir de ton retour à Paris, quand tu es descendu sur le quai de la gare de Lyon, je te revoyais pour la première fois en chair et en os après tant d'années. Nos regards se sont croisés à cet instant et déjà mon corps s'était mis à me parler. J'en étais stupéfié tellement ils s'exprimaient, tellement c'en était gênant et inconvenant. Tout était différent, tout semblait différent. Changé, émerveillé, j'étais métamorphosé, toi. C'est la première fois que je ressentais ces émotions si intenses, si perturbantes. Tu me regardais compulsant, en te mordillant des lèvres, dévoilant une nudité nouvelle que je ne connaissais pas encore. Tu étais belle, ravissante, énigmatique, enivrante. Je suis navré du trouble que t'occasionnent mes paroles, mais mes pensées s'enchevêtrent également sans que je ne puisse contenir les émotions qui m'animent depuis ce jour. Tu es ravissante, j'aime tes yeux rieurs, ton sourire enjoué, ta commissure guillerette, les courbures que dessinent tes hanches. Plus je te contemple, et plus j'éprouve la convoitise de te caresser, de voler un baiser sur tes joues, de jouer avec tes lèvres, de mordiller tes oreilles, de te désirer. Je suis tombé tout simplement amoureux de toi depuis ces retrouvailles. Toi aussi ne me nie pas. Partons loin, devenons amants et partons en voyage, je ne sais pas, dans le parc, en bas de chez toi, ailleurs, qu'importe. Au lac, nous pique-piquons enfants. Partons, on réalisera ensemble nos projets, on dessinera nos rêves. On composera nos soirées l'hiver entremêlées devant un peu de cheminée, un livre à la main. Devant, je sais pas, plein de choses. On fera, je sais pas, sur une terrasse à déguster de la gastronomie en bord de mer. Les jours de pluie, on n'ira pas travailler. On gueulera sur les enfants des voisins sans rime ni raison. Sous un clair de lune, on contemplera les étoiles sur l'herbe fraîche. Et puis on ira se balader, on gueulera sur les passants comme ça pour rire, pour rien. Et puis on va se marier, tu vas vouloir un enfant, moi aussi. Et tu en voudras 2, on en aura 3, puisque tu me répéteras sans cesse. Non, la famille c'est 3, pas moins. Et on aura 12 albums de famille avec toi toujours au centre qui sourit. Tu souris tout le temps. Et on leur donnera le goût de la littérature, ce qu'on aime, les poèmes. On les inscrira au conservatoire, l'un fera du piano, l'autre du violon et notre fille de la danse. On les emmènera tous les week-ends en balade, en forêt, visiter des châteaux, des musées. On les emmènera à la messe, en concert. Et puis on cuisinera pour recevoir nos amis, nos parents, nos enfants. Et on fera des gâteaux à nos petits-enfants. On vivra tous sous un même toit. Je t'aime, épouse-moi. D'accord? T'as fini? T'as tout dit? Non mais t'es qui toi pour parler ainsi? Qui parle comme ça? Qui convoque quelqu'un à ce genre d'assemblée générale? Qui fait ça? Les êtres humains font-ils cela? T'es qui toi? T'étais qui? T'es devenu qui? On se connaît? On s'est déjà vu quelque part? On s'est déjà serré la main? On a déjà partagé ensemble quelque chose? Une bière, un sandwich, un truc, quelque chose? Toi et moi? C'est quoi ton nom? T'as un nom, toi? On peut te nommer? Si on t'appelle, tu viens? Et on te siffle. Tu viens? T'es où? Si on t'approche, on touche quoi? Y a quelqu'un? T'es où? T'es passé où? Lève la tête, Benoît, lève la tête. Toi et moi, ce fut une fiction. Tout toi et moi, on était dans une fiction. Sous une cloche de... Qu'est-ce que tu racontes? T'es devenu complètement fou. T'as perdu les pédales, complètement à l'ouest. Oui, complètement à l'ouest. Et cette expression, t'as quitté la réalité, Benoît. T'es platé sur la planète Mars, là, sur
c'est non. Qu'est-ce qui t'arrive? Je jouis trop, on jouit trop. Une fiction. Je t'aime comme jamais. Une fiction. Je veux un enfant. Une fiction, ça aussi. Et je veux encore un enfant. Et aussi, je veux encore un enfant. Une fiction. Une vie épouvantable. Une prison, un mausolée. Ça, c'était une vie épouvantable. Relève-toi, regarde-moi quand je te parle. Ça, c'était notre vie, une vie détestable, une fiction détestable. Connard. Je te plains. T'as rien compris. Tu sais, je garde, je l'aime, putain, je l'aime. Dans le vol Florence-Paris. Je garde toute ta peau ce soir-là à Paris. Je garde notre premier enfant. Je garde notre deuxième enfant. Je garde notre troisième. Et je garde cette vie future qu'on ne partagera pas. La garde pour moi. Une blessure vivante. On me rappellera tous les jours à quel point. C'est fini. C'est pareil. Je sais pas comment nos corps vont faire pour sortir de cette pièce. Va falloir les pompiers, la grande HL, les appareils d'assistance respiratoire, les massages cardiaques, la morphine, il y aura des gyrophares et des sirènes, tout sera bleu. Et silence. Relève-toi. Relève-toi à la fin de séparer. Je t'ai aimé, connard. Putain, comment je t'ai aimé. On va se séparer. On va travailler. Faut travailler. C'est fini. J'espère que t'as une vie intérieure. Pour faire plaisir à mes chats, je leur fais bouillir des petits fouets de volaille avec du vermicelle. Au mariage, j'ai rencontré la Noire, une tante qui est toujours habillée de noir, et puis qui a plein de chats. Et cette tante, eh bien, au cours d'une dispute avec mes parents, elle ou lui ont jeté un chat dans le puits. Reine, Jean et Claude ont eu la diphtérie. 40 jours d'hôpital. Puis il y a la petite sœur Françoise, 18 mois, décédée. Là, c'est une femme qui accouche. Allez-y, prenez des photos. Il faut souffrir pour être heureux. Et c'est pas que je suis complètement maso, mais je vous dirais que la fois où j'ai été le plus heureuse, je suis enceinte. Ben, c'est la fois où ça a fait le plus mal. Tu sais comment on fait les bébés? On a 2 pour faire un enfant, on peut être 4. Oui, on a la crème, la coussinette. Depuis vendredi dernier, je suis papa! Alors qui coupe le cordon? Ah, monsieur le maire. Encore un qui se prend pour le fils de Dieu. Le garçon. Super, c'est un beau garçon. Elle s'appelle Bertie. Elle attend un bébé. Incluse dans la famille. On peut dire que les aînés ont fait une grosse de tête lorsqu'ils ont compris que ça ne s'arrêtait pas aux petites réserves. Le jour J est arrivé. La voisine est là. Elle me montre presque tous les enfants de la contrée. Bertie est stoïque. Un de plus, un de moins. Le travail se fait sans problème. Oh, un petit garçon pousse son premier cri. Son père ira le déclarer à la mairie du bourg sous le nom de Louis XIV. Il est vrai que nous étions dans les années 50 et que l'employé de mairie a bien enregistré Louis XIV. Qui fut appelé communément Loulou. Elle s'appelle Maëline. À sa naissance, elle était bien, mais moi je suis restée sans maman. C'est papa qui m'a amenée à l'école. Maëline est née en 2013. Quand elle est née, elle pesait 3 kilos et j'étais étonnée qu'elle soit si petite. J'ai bien aimé. Ilou, elle s'appelle? Je sais pas encore. J'ai 17 ans. Ilou, elle bouge. Ilou, elle naîtra bientôt. Ilou, elle prend toute la place là sous ma peau.
il ou elle appuie sur mes intestins, mon estomac, ma vessie. Tous ces endroits de moi qu'il ou elle m'a appris à nommer. Quoi qu'il en soit, il ou elle sera bientôt là. Mais pour moi, il ou elle est déjà là. Pour mes parents, il ou elle n'est pas une bonne nouvelle. Il ou elle s'apprête à me compliquer la vie. Gâcher ma jeunesse. Empêcher mes études. Mais pour moi, il ou elle est une aventure. Une promesse. Et une angoisse violente. La plupart du temps, j'aime il ou elle. Mais pour moi, il ou elle est déjà de trop. Alors, je ferme les yeux et j'imagine il ou elle avec ses enfants et moi en grand-mère. Et je sais qu'il ou elle est immensement heureux. Il s'appelle Damien. Il a 25 ans. Ce jour-là, il faisait froid du matin jusqu'au soir. Et l'air était glacé. Sa mère, ma sœur, a eu un étrange pressentiment. Elle avait l'impression qu'elle allait recevoir la visite de quelqu'un d'important ce jour-là. Te souviens-tu de cet enfant et de ses yeux qui lui mangeaient le visage? Te souviens-tu des deux bandes de vent volées dans la nuit par toute une bande de souris? Te souviens-tu de sa panoplie de taureaux, de tout ce qu'il trouvait beau, de ses grimaces devant la glace qu'on avait peur qu'il explose si les cloches sonnent? Te souviens-tu de cet enfant, si petit mais déjà si chiant, un ange malin, petit diable hautain, qui de toutes ses facéties ramenait toujours l'attention sur lui? Te souviens-tu de cet enfant, de notre amour si fort, nos joies, nos réconforts, nos milliers de pourquoi? Te souviens-tu, mon fils? Te souviens-tu de toi? Te souviens-tu de cet enfant? Quand son auréole s'allumait d'un sourire, dans la grande école, voyant sa mère venir et quand la tête entre deux mains, elle lui disait: maman, t'es la plus belle, ma souviens de rien, maman. Déjà loin, c'est moi qui me tourne, et tu sais, pour tout ça, j'ai pas le temps. Toute cette face, elle a retour, je suis de rien, maman. Déjà loin, c'est moi, je me tourne, et tu sais, pour tout ça, j'ai pas le temps. Toute cette face, elle a retour. Il y a des parents dans la salle? À mon avis, il y en a un tout petit peu plus. Alors je répète. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Ah, ça tombe bien parce que cette partie va être pour vous. J'imagine qu'il y a des non-parents aussi dans la salle. Il y a des non-parents dans la salle? Ouais. Plein de morts. Ouais, je suis désolée parce que vous allez vous ennuyer un peu. Je sais pas, faut que je fasse des coups de Parce fil. que c'est un petit peu parti comme quand vous allez voir un de vos amis qui a des enfants et dont la conversation tourne uniquement autour des couches, de la crèche, un peu de la tête du petit quand il chie. Bref, je suis désolée pour ceux qui sont là, et surtout la première rangée. Mais après tout, c'est bien ça le parentage. Hein. Ceux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas savoir ce que c'est, n'est-ce pas les parents? Oui. Et ouais, et avant d'être parents, nous aussi, hein, il nous était bien impossible d'imaginer ce que ce serait d'être parents. Pourtant, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le processus a été conçu pour nous habituer à l'idée d'avoir des parents, n'importe quoi, des enfants autour de nous. Par exemple, vous avez 9 mois. 9 mois entiers, 9 mois, c'est quasiment une année de votre vie pour vous commencez déjà à vous faire à l'idée. Et il y a plusieurs aspects de la grossesse qui permettent de vous habituer
à l'idée d'être parent. Votre femme est toujours malade. Faut vous habituer à l'odeur. Et elle se met à ronfler toutes les nuits. Pour vous habituer à avoir des nuits de sommeil interrompues. Et puis alors surtout, elle peut rien faire de risqué. Ah non. Ah, comme ça, vous vous habituez très clairement à rester à la maison devant la télé au lieu de sortir dans les bars et consommer des drogues. Et puis elle devient tellement grosse que vous vous habituez très très vite à avoir beaucoup moins de place dans le lit. Mais rien, pas même ces 9 mois ne peut vous habituer à avoir des enfants et à devenir parents. Mon mari et moi, on a des enfants et puis des jumeaux, fraternels, Arco et Léon. Et la nuit, à 4 h du matin suivant leur naissance, je changeais l'un d'eux pour la 100e fois. En soi, une expérience assez bizarre, car personne, ça je peux vous le dire, m'avait averti. Vous savez pas, je ne chierais pas de la merde à moi un bon moment, mais du chocolat fondu. Alors je restais là, dans la lumière anémique du petit matin, à m'habituer à cette nouvelle routine, consistant à essuyer les fesses de mes bébés et de changer leur filet de sûreté en plastique en vue de la prochaine expulsion. Et j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, ok, tout baigne, je peux le faire. Oui, je suis fatiguée, mais je peux le faire. Je peux passer au travers. Ouais. Bon, j'ai quand même réalisé que c'était pas juste au travers de cette nuit qu'il fallait que je passe. C'est pas comme quand j'étais étudiant et que j'allais rendre un devoir universitaire en le rédigeant la dernière minute à la nuit, dans une nuit blanche et le rendre juste avant l'échéance de 10 h. Ah non. Et puis retourner me coucher et dormir pendant plusieurs heures. Ah non, messieurs, dames, parents ou non parents, c'est pas du tout ça. C'était pour cette nuit. Et puis la nuit d'après, et la nuit suivante, et la nuit d'après celle-là, et puis celle d'après, et l'autre ensuite, et la suivante, etc., etc. Et je gémis. C'est alors que j'ai entendu un de mes nouveaux bébés glousser. Et j'ai fondu. Pour faire plaisir à mes filles, je leur fais des brochettes de poulet. Mais avant d'être poulet, c'est des poussins. Alors je prends les poussins, je les écrase avec mon pied, j'enlève le duvet, je les mets en broche et j'intercale avec du lard fumé. Et puis, quand je reçois mon ami Georges, il est du voyage. Alors j'attrape un hérisson, je le mets dans une casserole, je referme le couvercle pour qu'il étouffe. Je le vide, cet hérisson, et puis je lui fais une incision dans la patte, et puis je prends une pompe à vélo, et je le gonfle, et après je le fais rôtir à l'ail dans la cocotte. Tu sais qu'est-ce que ça fait d'être vide? J'ai plus rien dans les tripes, j'ai plus rien dans le bide. J'ai perdu mon cœur, mes poumons, mes sentiments. Oui, j'ai tapé le fond, mais je me relèverai. Je cours vers la renaissance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de rire, j'ai envie de vivre, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de m'amuser. À présent, qui pas les trioles, bah, tout le monde qui va comprendre dans celle-là. Tapez des mains et tapez des mains. Tapez des mains et tapez des mains. Aujourd'hui, on constate qu'à vivre et respirer, on passerait sur là, on va la pluie là. C'est bon Dieu qui bon moins la force, respirer, on qu'à vivre. Les ennuis ont qu'à pas les bazotes. On nous qu'a dit, voyez mes pas mort. Tiens, mes forces et courage pour la renaissance. Belle frappe, il est
5 enfants. Les dimanches, ils vont sur le sable blond de la côte d'Opale. Et puis, les années passèrent. À table, il y a moins de bruit, moins de désordre, moins d'assiettes aussi. Ils espèrent qu'ils viendront pour les vacances. Alors en attendant, ils ont démoli une cloison de la salle à manger. Et puis maintenant, ils attendent les coups de fil, les visites. Et la maison veille sur Fraco et Lucette. Elle s'appelle Raymonde, elle déteste son prénom. Tous les matins, elle se lève à 6h50, elle va s'asseoir sur son canapé et fait des mots fléchés pendant une demi-heure. Puis elle va prendre un café au lait avec des cracottes. Ensuite, elle se prépare, elle fait un petit maquillage léger avant de descendre et faire des courses. Quand elle rentre, elle lit son journal, elle regarde des jeux télévisés avant de préparer son repas et manger. Tous les après-midi, selon les jours, elle joue à la belote avec quelques voisines. Elle va au club, comme elle dit. Ou bien elle lit, elle va se promener ou regarde encore des feuilletons policiers. Elle tient à être toujours chez elle vers 18h30 au cas où aucun de ses enfants ou petits-enfants l'appellerait. On est maintenant au mois de mai, encore un mois à attendre avant son prochain anniversaire, avant que le téléphone sonne enfin à partir de 18h30. Elle s'appelle Anna, elle a les cheveux blancs, un visage changé, des petits yeux malicieux. Elle est toujours assise sur un banc dans le parc de Chêne. Elle s'appelle Louise, une jolie vieille dame. Elle demeure au petit ménage. Sorte de foyer pour les anciens où elle se sent bien. Le plus important pour Louise, c'est que Robert désire toujours être son partenaire de jeu de cartes. Eh ouais, c'est qu'elle le trouve pas mal, Robert. Bon, d'accord, il a une canne. Mais bon, elle aussi, hein. Moins d'un an plus tard, à l'enseigne des petits ménages, on célébra une union aux cheveux de neige. Elle s'appelle Adrienne, 80 ans. Rocky, son mari, est parti depuis 20 ans. Elle reste seule depuis, à s'occuper de son jardin et ses chats. Il s'appelle Célestin. Ancien opposant, dans les années 40, au régime politique, le FDR. Il organisait des meetings contre le pouvoir en place. Il levait la révolution. Il a fait 50 ans de prison. À sa sortie en 2010, il n'a pas reconnu le chemin qui menait à son village. Sa famille ne se souvenait même plus de lui. Alors il reste là, à attendre pendant des heures, devant la porte de la prison. Il s'appelle Henri. Il était mort depuis une semaine quand on l'a retrouvé chez lui. La police est venue. Et c'est à son enterrement qu'on a appris sa vie. Il y avait tous les membres de sa famille, son ex, sa femme, ses frères et ses sœurs qui nous ont expliqué que c'était le directeur de sa propre société. Et c'était un homme heureux qui était prêt à aider tout le monde. Elle s'appelle Maman. Je dois t'avouer quelque chose. Depuis toujours, j'ai tenté de viser la perfection. Je dois reconnaître que j'en suis loin. Tu m'as inculqué des valeurs, une éducation dont je n'ai pas à rougir. Tu m'as poussé à faire des études, à avoir un bon métier, un bon mari, de beaux enfants. Bref, à être comme toi. Maintenant que tu es dans cette maison, maintenant que tu ne me reconnais plus, maintenant que tu ne te souviens plus de rien, maintenant que tu ne ressembles plus à rien, sache que je me sens enfin libre de ne plus être comme toi. Je ne viendrai plus te voir. Je devrais en avoir honte, mais non. Je me sens libérée. Un matin comme celui-là, il y a juste un
Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup, mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire, il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se raccrocher à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre, je veux être tranquille, il repose. Je l'ai couché dessous les roses. Mon père, mon père. En fait, pour moi, je crois que le mot famille rime avec grande tablée. Je me souviens des anecdotes que ma grand-mère maternelle nous racontait sur sa vie d'avant, les frasques avec ses cousines lorsqu'elle tendait une corde en travers de la rue pour faire trébucher tous les fêtards du quartier qui ne manquaient pas de jurer comme des Polonais. Et ces repas, oui, ces repas qui duraient des heures, et où chacun y allait de ses confidences sur sa jeunesse. C'est d'ailleurs au cours de ces repas que j'ai beaucoup appris sur mes parents, mon oncle et ma tante. Au décès de mes parents, ma famille s'est réduite à sa plus simple expression, ma fille. Heureusement, mais pour moi, le mot famille, ça rime pas avec deux, ça rime avec plusieurs. Alors, il y a les amis, ceux que j'ai choisis, ceux sur qui on peut toujours compter. Et je sais que lorsque le bateau tanguera, eh bien, cette famille-là sera mon port d'attache. Merci Pierrette, c'était super beau. Bah, tu viens t'asseoir avec nous, Denise? Oui, j'arrive. Allez, ça sent J'arrive, super j'arrive. Florian? Allez. Ça va, t'as pas besoin d'aide, Denise? Ça va, C'est chaud. Bon, alors, pas que l'heure il est, enfin il commence à être tard, il est largement temps de porter le premier toast de la soirée. Donc, vu que c'est moi l'aîné, hein, je m'y colle, n'est-ce pas Denise? Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai écrit 2 discours. Un jaune, un vert. Papa, à toi de choisir. Jaune, vert. Le jaune. Le quoi? Le jaune. Le jaune. Ah, ben c'est un très bon choix, le jaune. C'est un choix intéressant. C'est une sorte de discours de vérité domestique. Je l'avais quand papa prenait son pain. Quand on est arrivé ici, très jeune, et ça a tout changé. On avait toute la place qu'on voulait, et on l'a remplie avec autant de bêtises qu'on a pu. J'arrive pas à me souvenir combien de fois Leïla, ma sœur, celle qui est morte maintenant, et moi, avons dans cette salle, cette immense salle, c'était un restaurant. Et donc, Leïla, elle adorait faire des blagues, elle cachait des trucs dans la nourriture des gens. Elle mettait des trucs dans la nourriture, évidemment sans qu'il la remarque, et nous, on se cachait, et on regardait. Et au bout de 2 minutes, elle se mettait à rire. Et elle avait le rire le plus communicatif qu'on puisse imaginer. Et au bout de 2 minutes, on hurlait de rire tous les deux, on se faisait prendre. Mais bon, il nous arrivait jamais rien. Hein. C'était bien plus dangereux quand papa prenait son bain. Là, il nous amenait dans son bureau comme s'il y avait un truc
Il fermait la porte à clé, il baissait les stores, il enlevait son pantalon, il déboutonnait sa chemise, et puis il nous faisait faire pareil. Et alors, il nous violait, il abusait de nous sexuellement. Il avait des relations sexuelles avec ses tout petits. Et à la mort de Leïla, je me suis dit, c'est dingue ce que mon père est propre avec tous ses gens. Bah oui. Et je me suis dit qu'il fallait que je partage cette réflexion avec le reste de la famille. Hein. Et ben oui, des bains en été, des bains en automne, des bains en hiver, des bains au printemps, des bains le matin, des bains le soir. Vraiment très très propre. Et je voulais juste que vous sachiez. Comme on fait ces 60 ans là, hein. Et l'homme, j'imagine vivant une vie longue, entouré de des enfants, des petits-enfants. Alors, vous n'êtes pas venu pour m'écouter. C'était son anniversaire, hein? Alors allons-y. Merci pour ces merveilleuses années. Joyeux anniversaire. Bon, on va manger maintenant. On va manger. Je vais vous servir. Moi, tu fais attention, c'est très chaud. Rebecca, c'est chaud. Je te roule pas la main. Pierrette, c'est chaud. Sabine, c'est chaud. Florian, très chaud. Sandrine, c'est chaud. Agnès, c'est chaud. Ah, il faut que je vous raconte quelle idée de génie que j'ai eue de sympathiser avec la pharmacienne. Oh là là, quelles sont bretonnes. Oh, il ne m'a pas été difficile d'obtenir ce que j'avais besoin et vouloir. Tu as pris les tisanes? Non, aucun effet. Tu connais l'origine de tes angoisses? Passe demain à la pharmacie. Je te donnerai du 35. Vêtu de mon plus beau tailleur. Le dernier que tu m'as offert, mon chéri. Je suis allée à la pharmacie. Elle m'a remis la boîte de 35. Et droit dans les yeux, elle m'a dit: fais attention, ne dépasse pas la dose, hein, c'est dangereux. Oh là là, je l'ai rassurée. Et puis, je l'ai remerciée très chaleureusement. J'aurais espéré que nous ferions l'amour une dernière fois. Tu adores ma blanquette, mon chéri. Alors, en rentrant, j'ai pris les 37, écrasé les cachets. Écraser, ça ressemble à de la maïzena. Alors, j'ai pris ma plus belle casserole. J'ai mis mes petits légumes, le bouquet garni, la viande, j'ai mis de l'eau froide, j'ai mis du sel, oh mais pas trop. Le médecin me déconseille pour des artères, mon chéri. Oh là là, l'ironie du sort, c'est à Halloween. Oh, mais que je t'aime pour avoir aussi agi comme ça. J'aurais pu t'accueillir à Califourchon sur mon balai. Tu m'avais faim. Tu es rentré, tu m'as à peine effleuré les lèvres. Je t'ai regardé, avalé tes bouchées par bouchée. Mes yeux t'ont suivi par le repos. Et puis, tu tombais de sommeil. Alors je t'ai traîné à la salle de bain. Je t'ai fait glisser dans la baignoire. Oh, puis tu perds les pieds, tu glissais, t'as failli te noyer. Te laver fut un bonheur. J'ai eu du mal à te sortir de la baignoire. Un corps endormi, c'est lourd. Je t'ai traîné jusqu'au lit. Je t'ai essuyé méticuleusement. Tu
T'as la peau si fragile. Maintenant, nous sommes allongés tous les deux. Je te regarde. Tu es beau. Je te parle et tu dors. J'ai tué mon mari. Le seul être que j'aime, je l'ai tué. Oh, je lui ai pas fait de mal. Je l'ai tout juste aidé à s'endormir. Allez-vous les amis? Oh, oh. Vous pouvez lever la tête. Allez, on se réveille. Ouais, je sais, j'avais promis de vous rejoindre à table pour finir le spectacle avec vous. Et je crois que je préfère vous regarder. Je vous jure, je vous regarde là. De là où je suis, je peux vous dire que vous êtes beau. Je voulais finir en vous parlant de Raïma. Raïma, c'est le genre de femme qui a des pressentiments. C'est le genre de femme qui rêve du visage de son futur enfant et dont l'avenir donne raison. Elle voit, elle devine Raïma. Un jour, elle assiste à l'accouchement d'une amie. Le médecin en vient au forceps. Vous savez, ces deux espèces de grandes cuillères. Et là, Raïma, elle plaisante. Eh copine, regarde, il te ramène les couverts de mariage du bled. Et son amie, elle explose de rire. Et là, paf, le bébé il sort comme ça, expulsé d'un coup d'un seul, comme lettre à la poste. C'est peut-être le premier enfant au monde né grâce à un éclat de rire. Alors vous, Denise la gouailleuse au cœur de cassoulet, Benoît le curé pas si catholique, Sandrine la râleuse qui dit oui tant qu'on en rigole, Agnès qui quand elle te regarde t'as l'impression d'être immense, Florian le rocker discret aux pédales indomptables, Rebecca la belle âme qui joue de la flûte et du mot, Pierrette la chipi-pipette en poésie, et Sabine la magique du Nord Seine-et-Marne. Vous savez, là tout de suite, dans ce carnet de famille, vous êtes un peu des enfants nés d'un éclat de rire. Et puisque je rêve, puisque tu rêves, puisque nous rêvons, alors dansons. C'est Ghislaine Pitt. Allez, les salutations familiales. Guillaume, votre Blanche-Neige.